Coucou à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, un nouvel épisode de 5 Star aujourd'hui. On fait un back-to-back à Kentucky. On reste avec l'équipe des Wildcats de John Calipari, coach assez décrié, on peut le dire. L'usine à prospect par excellence. On ne compte plus les joueurs NBA qui sont passés par Kentucky. Ce soir, je suis encore avec la crème de la crème, avec Hugues et sa grosse voix. Salut mon Hugues. Je suis semi-épaisse, 18% de matière grasse max. Et enfin, notre prospect à nous, Thomas, qui est là. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. En forme comme d'habitude. Super. Les gens veulent savoir t'es quelle crème par contre, Thomas. Ah, moi, toutes les crèmes, moi, tout me va. Hein. Moi, je mange tout. C'est de la Elévière, messieurs, dames. C'est de la qualité. La crème hyper protéinée qui se vend en ce moment. Messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un autre prospect qui est aussi un point de garde là plutôt. C'est notre ami Rob Dillingham qui a annoncé lui aussi depuis un moment en haut des mock drafts et autres big boards. Hugues, je vais me tourner vers toi. Dis-nous qui est Rob Dillingham. Ouais, Rob Dillingham, meneur de jeu qu'on connaît depuis un bout de temps, parce que l'an dernier, on va en parler, il était à overtime il a joué contre les frères Thompson. Alors, je vais pas vous faire un 94 pieds avec Udall parce qu'il y a tellement d'anecdotes random sur Rob Dillingham que ça suffit à soi-même. Donc, c'est un joueur qui est né 4 janvier 2005, donc un peu plus âgé que pas mal de garçons qui vont se faire drafter. Déjà, il s'appelle Robert Deon Potassi Dillingham. Vrai blaze, Deon Potassi, je connaissais pas du tout. Il est allé jouer au lycée, dans un lycée fondé par Kenny West. Il avait du flair à l'époque, il avait commit à NC State pour la Wolfpack, qui a sorti Dennis Smith Jr. ou encore le Gotesque, comme disent les jeunes, Darion Sibwan, qui est pas top 10 des drafts évidemment. Et puis NC State qui ont été champions d'ailleurs de leur conférence. Ouais. Ouais, ils ont battu UNC. Exactement, ils ont battu NC en finale. Ok, en plus, grosse amertume entre les deux programmes, donc belle rivalité. Et puis finalement, il a regardé NC State à l'époque et puis il s'est dit, ça va être claqué. Et il est parti à Kentucky. Donc déjà, c'est un joueur qui décommit. Et puis, il était l'an dernier à overtime pour les cœurs gelés, donc d'Overtime Elite. Et c'est un garçon, on va parler des mensurations après, mais qui oscille entre le 1m75 et le 1m90 quand il est dopé sur talonnette. Puis sinon, pour terminer sur notre ami, c'est un garçon qu'on a pu voir dans d'autres contextes, notamment au FIBA U16 Américo, où il est MVP du championnat. Et ses parents, donc on a Donald Dillingham, le papa, et la maman, elle a un nom exceptionnel, imprononçable, elle s'appelle Vala Aulia Lia Teili. Donc ça fait trop de voyelles pour le son qu'on a à la fin. Et voilà à peu près pour le programme. Sachez que c'est un garçon quand même qui réussit son début de vie professionnelle de façon plus qu'honnête, puisqu'il a pris $100,000 avec Overtime et que cette année il a réussi à avoir un contrat à $750,000 de bourse entre guillemets universitaire de NIL, donc un des plus gros montants qui a été donné à la fac pour un jeune freshman. Donc joli business pour l'ami Rob Shepard, n'importe quoi. Effectivement, c'est un peu plus que les bourses du Crous. On embrasse nos amis étudiants d'ailleurs. Thomas, parle-nous un petit peu de Kentucky pour ceux qui ont malheureusement omis d'écouter notre excellent podcast sur notre ami Shepard, où tu avais fait un petit peu le point. Rappelle-nous un petit peu comment ça joue et à quoi il ressemble physiquement Rob Dillingham. Alors, Rob, niveau mensuration, comme pour Ed Shepard, je vais me baser sur Monsieur Givoni, vu qu'il a annoncé à 6'3 par Kentucky, mais faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas nous prendre pour des cons. Du coup, Givoni l'annonce à 6'1 et demi, donc 1m86, quoi. Et on est à peu près sur ça, 1m85, un petit 85 peut-être, c'est vraiment un joueur pas très très grand. C'est une très belle taille, c'est la mienne, donc c'est une très belle taille. C'est un joueur qui a annoncé également à 80 kg. On voit qu'il a pris, pour l'avoir vu déjà
pas mal de fois au lycée depuis pas mal d'années. C'est un joueur qui a pris un peu de masse cette année, ça se voit quand même, mais qui reste encore vraiment assez fin. Il a des petites épaules, etc. Il a également des petits bras. Il a une envergure mesurée 1m88, donc pas très grand, pas très costaud, des bras un peu courts, donc on n'est pas sur le profil athlétique du siècle. Tiens, Thomas, Euh, je te coupe vite fait, hein, mais un bah, petit poulet à Kentucky, je trouve que c'est de. Exactement. Hugues toujours là pour le bon jeu de mots, vraiment incroyable. Vraiment le MVP d'envergure, il y a pas débat, quoi. Du coup, pour le contexte, donc on va encore se répéter par rapport à Red Shepherd, cette année Kentucky, c'était vraiment beaucoup plus agréable à regarder, une équipe qui jouait vite de l'avant, une des équipes qui jouait le plus en transition du pays, septième équipe du pays avec le plus de tirs, meilleure équipe à 3 points de l'année, et Rob Dillingham n'est pas étranger à ça, 45% à 3 points, on va en reparler. Donc gros offensive rating, sixième offensive rating du pays, mais défense assez catastrophique. Donc Rob Dillingham n'est pas également étranger dans ce domaine. Donc une équipe qui a été classée toute l'année, grosse équipe, top 3 seed à la March Madness, qui commence demain mardi 19 et qui joue contre Auckland au premier tour. Donc c'est intéressant à regarder comment ils vont finir l'année. Donc voilà, il sortait du banc, 23 minutes de moyenne, et il était là pour allumer le feu, j'ai envie de dire. Tout à fait. Du Johnny. Je vous épargnerai mon interprétation d'allumer le feu de Johnny Hallyday. Suffira d'une étincelle. Voilà, c'est bon. Merci Hugues. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hugues, on va aller vers toi après. J'ai juste rappelé ses stats au garçon de cette année. Donc il a 15 points, 2,8 rebonds, 3,8 passes, un peu plus d'une interception par match et quasiment 2 turnovers par match avec 48% à 2 points, 44% à 3 points et 77 au lancer franc. C'est un peu les stats brutes de notre ami Rob Dillingham cette année. Hugues, c'est quoi son point fort? Qu'est-ce qui fait que les scouts le regardent? Rob Dillingham, du coup, c'est un maestro du pick and roll. Globalement, c'est un joueur qui a brillé par sa capacité à créer du jeu pour lui-même et collectivement dans une équipe où la balle a beaucoup été partagée entre DJ Wagner, Anthony Reeves, comme l'a dit Thomas, et puis Will Shepherd. C'est un joueur qui va être très très bon sur la création d'espace, vraiment dribble exceptionnel, main droite, main gauche, création d'écart, changement de vitesse, changement de direction. Et je vais quand même partir sur la passe. Je laisserai le shoot et la création de pull-up à Thomas. On a un garçon qui peut passer des deux main droite, main gauche, qui peut passer avec les 3 niveaux de passe directe, passe au sol et passe lobé, manipulation visuelle évidemment, capable de passer en mouvement, très à l'aise sur le drive and kick pour pouvoir trouver les shooters à l'opposé. On a un joueur qui, quand il se fait trapper, arrive tout de suite à lâcher le ballon, soit pour le garçon qui a 45 côté gauche ou droit pour un tir à 3 points, soit pour le big qui va rouler. Et donc voilà, c'est un gars qui est fait pour la NBA des années 2000, 2010, 2020, de pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. Donc voilà, il fera au niveau supérieur, il arrivera toujours à trouver des très très bonnes passes et on ne pourra pas passer dessus, on ne pourra pas faire l'impasse par sa qualité de tir externe. Mais là-dessus, je donne la main à Thomas qui en parlera mieux que moi. Quelle passe décisive incroyable. Thomas Exactement. enchaîne, c'est magnifique. Alors du coup, ouais, Rob Dillingham, niveau scoring, cette année, c'était vraiment très très sérieux. Il était quand même à 15 points de moyenne sur tout juste 23 minutes, donc c'était vraiment très très fort. On le sait depuis des années, c'est un joueur qui peut mettre n'importe quel tir, mais il a eu beaucoup de mal au lycée avec l'efficacité de son scoring. Donc personnellement, j'avais beaucoup de craintes au début de la saison que ça continue, que ce soit overtime juste avant, un an avant, ou même au Global Jam, lors de la tournée d'été de Kentucky face à des U23 au Canada. Il était vraiment en difficulté, il était à 31% au tir. Donc personnellement, j'ai beaucoup de doutes cette année, mais au final, il a tiré à 48% au tir global, 50% à 2 points, 45% à 3 points. Donc il avait vraiment été royal d'efficacité cette année tout au long de la saison. Donc c'est vraiment ce qui le fait changer de dimension cette année et pourquoi il est projeté si haut. Donc au niveau du scoring, comme l'a dit Hugues, c'est un joueur qui a un incroyable balle en main. Il a un super handle, c'est un joueur qui est vraiment très très juteux, très très rapide. Et il est vraiment très très dur à défendre. C'est vraiment très complexe de rester devant lui. Il peut donc accéder au cercle et finir avec des petits bijoux. Et des petits bisous tout simplement sur la planche. Il a vraiment beaucoup de toucher au niveau du bout de ses doigts, vraiment.
C'est vraiment très impressionnant, même s'il peut galérer, on en reparlera par la suite, du fait de son physique face à des bons côtés verticaux, avec sa petitesse tout simplement. Sinon, c'est un gros créateur de pull-up, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Il peut envoyer n'importe quel tir, en fait, tout simplement. Rob Dillingham, c'est un bad shot maker de chez Bad Shot Maker, c'est vraiment sa définition pure. Il peut mettre n'importe quel tir à mi-distance, à 3 points en isolation. Vous lui donnez la balle et on sait que l'attaque va arriver. Ça va être efficace ou non, ça va être du passing, ça va être du scoring, mais l'attaque va arriver quand vous lui mettez la balle en main. Et c'était son rôle, tout simplement, cette année à Kentucky. Il rentrait quand c'était un peu la galère et il pouvait débloquer le match sur des situations. J'aime beaucoup également son côté. Il a un peu un côté où il réfléchit vraiment pas beaucoup. C'est un joueur, il peut avoir loupé ses 6 premiers tirs, il va en rentrer un, il va rentrer les 6 prochains dans les 3 dernières minutes du match. Il est capable de prendre feu à n'importe quel moment d'une rencontre. C'est vraiment un attaquant très très talentueux, autant pour mettre le ballon dans le panier que pour passer. Donc c'est vraiment un des tout meilleurs prospects offensifs de cette QV. Il y a un truc chez ce garçon, il a une confiance en lui plus qu'énorme et pour lui un mauvais tir c'est un tir qu'il prend pas, hein. Franchement, il me rappelle un peu Cam Thomas dans ce profil-là au niveau universitaire et quand tu disais bad shot maker, typiquement sur le drive, il fait des flotteurs et des runners en déséquilibre, appelle mauvais pied, il prend un contact, il est en reculon et il te balance ça et ça rentre. Donc c'est un joueur qui a appris à jouer en étant plus petit que tout le monde et à mettre des choses plus qu'improbables et avec efficacité cette année du côté des Wildcats. Peut-être qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, mais c'est quoi ses qualités physiques et athlétiques? Quelque chose quand même, parce qu'on a dit, on a insisté sur sa petite taille. Pour autant, il a quand même d'autres qualités qu'il arrive à mettre en avant. Il est petit, mais il monte. C'est un joueur qui peut dunker. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais on a pu le voir mettre des tomards en transition. Et c'est un joueur qui a vraiment un très très bon premier pas et des fondamentaux de départ plus que développés. C'est-à-dire que il peut avoir petit jab step, il feinte qui part à gauche et puis finalement il explose à droite et puis changer de direction. Et c'est un joueur qui a une lecture du pick and roll où il est capable de refuser l'écran et de partir très vite, de prendre l'écran, de s'arrêter, du coup de faire forcer la faute dans son dos, ou mettre le défenseur dans son dos et puis de finir avec un flotteur, un runner ou une passe. Donc c'est un joueur qui est tout le temps en contrôle de son propre corps et qui part vite, qui accélère, qui décélère et qui peut monter. Donc il compense sa petite taille par une très belle proprioception. On en vient au point d'amélioration de son jeu. Qu'est-ce qu'on lui conseillerait de travailler pendant l'été à Rob Dillingham? Alors, déjà, dernier point positif, vu que avant de passer sur l'amélioration, on a beaucoup parlé du fait qu'il savait beaucoup créer son tir aux 3 niveaux, que c'était un gros joueur de pull-up. Mais cette année, il m'a beaucoup plu également par son fait de jouer off-ball, tout simplement. 77% de ses 3 points sont assistés. Il a vraiment été très bon pour se relocaliser dans les espaces, dans les petites poches d'espace par rapport au drive de ses partenaires pour pouvoir trouver des opportunités à 3 points. Il s'est montré létal pour les convertir. Donc il a vraiment été également très bon pour jouer à côté des autres ball handlers de Kentucky. Donc c'est à souligner. Du coup, maintenant, au niveau de ses améliorations, on va pouvoir parler de sa défense. Je vais laisser Hugues là-dessus. Personnellement, je vais rester sur l'attaque encore. Au cercle, clairement, il y a des soucis au cercle, même s'il a beaucoup de touchés, notamment sur sa main droite, même main gauche, il est vraiment capable de convertir. Il a encore pas mal de soucis pour embrasser le contact à l'arceau. Il évite un peu trop par moment, ce qui fait qu'il ne fait pas énormément de lancers. Il a moins de 30%, il a moins de 30 de throw rate également. Donc il peut avoir du souci pour aller créer ses lancers francs. C'est dommage, qu'il est vraiment capable d'aller dans les dents de la défense et d'aller chercher le cercle. Donc s'il arrive à créer plus de points faciles via lancer, ce serait vraiment très intéressant. Et on voit qu'il peut être en difficulté pour finir sur la taille, même s'il a beaucoup de touchés. Quand il va avoir un gros contest vertical, que ce soit d'un ailier ou d'un intérieur, il peut être assez bloqué par le différentiel de taille. Ça peut devenir vraiment, vraiment compliqué, mais on voit des joueurs réussir en NBA avec les mêmes soucis. Donc, c'est pas rédhibitoire, surtout qu'il a énormément de touchés pour envoyer, comme l'a dit Hugues, du flotteur en déséquilibre sur les 2 pieds d'appui. Il a beaucoup de touchés également pour venir finir avec la glace. Donc, c'est vraiment un souci. C'est un souci qu'il a dans son jeu et qui sera difficilement
il va pas pouvoir réinventer son physique, mais il arrive à contourner ce souci avec ses qualités techniques, donc c'est intéressant. L'autre petit défaut offensif, c'est sa sélection de tir. Sa sélection de tir, on a dit, il peut mettre n'importe quel tir, mais il prend également beaucoup de tirs très 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 compliqués. C'est pour ça que c'est encore vraiment très impressionnant et qu'il soit quasiment 50% au tir cette année. Franchement, vu sa sélection, c'est assez incroyable. Déjà, il mord énormément la ligne sur ses 3 points. Il y a un nombre de fois, mais franchement, c'est indénombrable. Le nombre de fois où il a mordu la ligne sur des 3 points. En fait, il prend n'importe quel tir, on a l'impression qu'il s'en fout un peu. Donc, que le tir soit à 2 points, à 2 mètres de la ligne ou qu'il mord la ligne, il s'en fout un peu. Donc, il va prendre n'importe quel tir, des fois un peu hors rythme. Je l'ai vu, je viens de regarder un match juste avant le podcast et j'ai une action en tête. Il réalise une interception, il fait 2 mètres en avant, il est 2 mètres derrière la ligne, 29 secondes sur la cloque, il réfléchit pas, c'est pas dans le timing, il s'en fout du score, il tire direct, quoi. Il y a aucune hésitation, comme l'a dit Hugues, c'est une tête brûlée, il a une surconfiance en lui, il prendra n'importe quel tir qui se présente devant lui, tout simplement. Ouais, Hugues, parle-nous du chantier défensif. Ouais, c'est plus qu'un chantier, hein. Là, il faut un bon diplôme en BTP, il faut un terrain à vendre, il faut espérer pas avoir de vis-à-vis, non, c'est compliqué. C'est un garçon qui a pas défendu à Kentucky, qui a pas défendu en overtime parce que overtime, personne n'a jamais défendu, c'est le principe de cette ligue, hein. Et, euh, et je pense pas qu'il pourra défendre au niveau supérieur. On a quelques petites séquences où on l'a vu lutter sur le pick and roll et réussir à tenir un peu au contact, mais globalement, NBA, c'est un joueur qu'on va souvent cacher. Style Darius Garland, style Trae Young, et on va lui demander juste de pouvoir, être correct défensivement sur le clutch. Si tu peux passer ton match à le planquer et puis réussir à le mettre sur l'ailier qui ne tire pas du tout dans le corner et sur les switches venir vite reprendre, faire en gros sortir, jaillir et reprendre, ce sera très très bien. On a vu un développement physique chez le garçon quand même qui va pouvoir lui être utile des deux côtés du terrain. Il va passer de 70 kg à 80 kg, donc ce sera toujours plus intéressant, mais je crois pas que Rob Dillingham défendra un jour qui que ce soit en NBA, en tout cas pas du tout un porteur de balle. Du coup, moi, ça me pose la question de la projection parce que on sait que c'est compliqué quand même qu'on a aussi peu d'assurance défensive. Il faut vraiment être excellent offensivement pour voir le terrain. Est-ce que ça peut pas être un gros frein pour lui, au moins pour ses premières années et même pour sa carrière en fait? Parce que du coup, si tu vois pas le terrain, tu peux pas t'exprimer. Si tu t'exprimes pas, ton contrat il va vite s'arrêter. Donc, à quel point c'est un jeu dangereux aussi ce côté-là chez lui, Thomas? C'est un jeu dangereux, forcément, comme l'a dit Hugues, il sera jamais un bon défenseur. Même si ça devient un défenseur 3 sur 10, on sera déjà content. Déjà, il a limitations athlétiques, même il est en retard dans sa compréhension défensive. Il fait beaucoup de fautes cette année, il joue que 23 minutes également. Il fait beaucoup de fautes, je crois qu'il a plus de 5 fautes par 40 minutes de moyenne, donc il a été pas mal en foul trouble cette saison. Mais je pense que personnellement, il a le talent offensif pour compenser sa défense et pour mériter de voir le terrain. C'est un joueur que on peut lui donner la balle à chaque possession, il va créer attaque sur attaque. C'est vraiment un gros générateur d'attaque. J'aime beaucoup ça chez lui, que ce soit passing, scoring, il peut vraiment créer à tous les niveaux, que ce soit pour lui ou pour les autres. Donc je pense que une équipe on l'a dit, dans cette QV, on manque de talent. Je pense que c'est un des plus gros talents de cette QV, tout simplement parce que c'est un petit, c'est un petit lutteur offensif qui a beaucoup de génie entre les mains, quoi. Il a beaucoup de qualité. Et je pense que une équipe qui cherche un ball handler peut sauter très haut sur lui. Par exemple, je pense aux Spurs. Les Spurs cherchent un ball handler. Victor pourrait couvrir le pick and roll pour deux. Donc, je pense que ça serait un choix plutôt intéressant à faire. Après, je sais pas si le druide Greg Popovich serait enclin à beaucoup lui faire voir le terrain rapidement, mais ça pourrait être un choix intéressant pour une équipe comme ça. Par exemple, une équipe qui en manque d'un ball handler talentueux. Rob Dillingham correspond parfait à ces indications. S'il arrive à continuer à se montrer efficace, vu qu'il n'avait pas été avant au lycée. Maintenant, il arrive à l'être cette année à Kentucky. S'il continue à être efficace, c'est un prospect offensif de première classe. Ouais. Après Popovic, des meneurs d'1m85 portés sur le screen qui aiment bien le flotteur, il en a connu quelques-uns et il en a fait un Hall of Famer, donc ça va, il connaît le chemin. Hugues, on t'a pas entendu sur ça, sur les craintes qu'on peut avoir du garçon que tu as très bien expliqué en défense.
Comment tu l'imagines dans son contrat rookie? Je le fais sortir du banc. Je vais lui donner pas mal de munitions. Ça dépendra dans cette QV parce qu'il y a beaucoup de pics, d'équipes qui ont 2 pics. Il y a des équipes qui vont avoir un pick top 10 mais qui ont des aspirations de playoff. Donc ils vont vouloir être compétitifs, on pourra pas forcément le laisser faire son show et faire n'importe quoi. La plupart des équipes ont déjà leur ball handler phare, à part les Spurs et les Wizards. Donc il va devoir jouer beaucoup de minutes loin du ballon. Alors on a vu qu'il savait faire par son spacing. Et moi je le fais sortir du banc, je donne des répétitions et je vois jusqu'où on peut développer le talent offensif et je lui apprends surtout à arrêter de me faire des cuillères au lay-up là. J'en ai ras-le-bol qui me lance des lay-ups depuis sa hanche, alors que sa hanche elle est 30 cm plus bas que n'importe quelle autre hanche sur le terrain. Donc faut qu'il arrête de faire ça et il va gagner 10-15% de réussite au panier très rapidement. Est-ce que au niveau des meneurs de la QV, pour vous, est-ce que c'est le premier vrai meneur que vous prenez dans votre big board? Alors actuellement dans mon big board, personnellement, mes 2 premiers joueurs, c'est 2 meneurs. J'ai Topic en 1 et Rob Dillingham en 2. Donc mais après ils sont dans le même tiers. Donc ouais, personnellement, c'est direct le meneur auquel je pense, hein, franchement. Et au-delà de meneur, si je veux un joueur offensif dans cette QV, je pars sur Rob Dillingham ou Topic direct. C'est 2 plus gros talents offensifs en tant que porteur de balle pour moi dans cette QV. Donc ouais, franchement, je suis les Wizards et je pique haut, ou je suis les Spurs et je pique haut, j'ai besoin de mon porteur de balle. Je réfléchis pas forcément très longtemps si j'ai envie et si j'estime. Après, ils peuvent ne pas forcément estimer ce joueur, mais si j'estime ce type, ce prospect et que j'ai envie d'ajouter ce type de profil, franchement, je shoot directement, hein. Je pense que c'est un joueur de qualité qui a beaucoup de qualité offensive pour pouvoir s'exprimer en NBA dans un jeu avec beaucoup de spacing, même s'il va beaucoup galérer en défense, on l'a dit, offensivement, il a trop de talent et peut trop créer de choses juste en lui donnant ballon. On peut lui donner 100 pick and roll de suite dans un match et il saura créer de l'attaque et il aura 120 points pour son équipe, je pense. Est-ce que c'est pas le seul mec de la loterie où t'es sûr qu'il saura créer de l'écart pour lui-même? Genre parmi tous les gars qu'on projette loterie, est-ce que Rob Dillingham est pas le seul joueur où si on doit se dire que quel gars pourra créer son propre tir, c'est lui qui vient en premier? Je pense Ouais, que c'est le meilleur shotmaker de la QV. Je pense que c'est quasi dans le les seul qui gros peut faire ça de prospects, façon garantie. Par rapport à Topic, où Topic a beaucoup d'autres qualités, je l'ai aussi en premier, mais je oui, peux c'est pas avoir peut-être plus de un créateur réserve de pull-up. là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Rob Dillingham, si voilà, j'ai une équipe qui galère et qui sait pas créer de jeu, qui sait pas créer individuellement, ce que les Spurs, ce que les Wizards effectivement pourraient peut-être rechercher, Rob, t'es sûr que ça, il pourra le faire. Est-ce qu'on n'aurait pas non plus, avec Rob Dillingham, le meilleur ball handler de la QV? Aussi, je pense, franchement, il a un handle, la combinaison de vitesse, de handle, main droite, main gauche, et en plus, après, il peut aller finir au cercle, il peut mettre n'importe quel tir. Franchement, ça le rend très, très dur à défendre. Et cette année, on l'a vu, ouais, il y a des mecs qui sont tombés devant lui, quoi. Franchement, c'est un ball handler vraiment de très, 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 très haut calibre, hein. C'est vraiment un très fort porteur de balle, c'est fluide balle en main, on voit tout est technique. Ça, c'est sur ses finitions, il y a énormément de touchés. On n'en a pas parlé aussi, mais sur sa mécanique de tir à 3 points, ses jambes partent n'importe comment, il tire qu'au toucher, il tire qu'au poignet. C'est un joueur qui est vraiment ultra technique. On sent qu'il avait 1 an et demi dans le jardin, on sent qu'il avait déjà la balle de basket et qu'il s'amusait à tenter des choses, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui a baigné là-dedans depuis pas mal de temps. Il est vraiment techniquement très 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 au-dessus de la moyenne. Hugues, tu partages l'avis de Thomas? Ouais, je peux considérer que c'est le meilleur ball handler de la QV. Moi, enfin, vous m'avez senti peut-être un peu plus froid tout au long de l'épisode. J'ai dit épisode, messieurs, dames. C'est juste que je crois pas aux équipes qui sont construites autour d'un meneur de jeu d'1 m 85 aujourd'hui à NBA pour être efficace sur le long terme. Même s'il y a des exemples, Darius Garland, Trae Young, je crois pas que ces équipes-là, bâties sur ces joueurs-là, peuvent aller le plus loin, mais c'est des équipes qui vont déjà en playoff et c'est déjà très très bien quand tu es une équipe qui est en construction. Et il rendra tous les intérieurs meilleurs. Donc si tu es une équipe qui a déjà des grands et que tu veux les accélérer leur processus de développement parce que les grands ont besoin des petits, Rob Dillingham, c'est un choix de raison. On l'a dit, c'est un joueur avec beaucoup de qualité et beaucoup de gros défauts, entre guillemets.
Est-ce que justement ce côté pic pas très sécure, si on le prend, ça peut pas le faire un petit peu descendre en juin prochain? Ouais, si t'as une équipe qui a pas forcément des joueurs de. Si t'as une équipe qui va avoir un des besoins imminents de ball handler et que tu te dis qu'il va forcément être et que tu le vois. En fait, tu peux voir son plafond comme un joueur qui reste pas forcément ultra positif parce que sa défense est moyenne. Tu peux dire qu'il va un peu struggle au cercle et qu'il va pas réussir à maintenir Hmm. sa capacité de haut volume, haute réussite sur The Pull-Up. En fait, la marge d'erreur avec un profil comme ça est très mince. Si c'est pas un joueur de pull-up très efficace et un fort passeur, il devient direct très très compliqué à faire jouer. Donc forcément, des équipes pourraient avoir des doutes dessus. C'est un joueur qui a des mensurations quand même très très basses pour la NBA. Donc ouais, franchement, des équipes, les doutes sont complètement légitimes. J'en avais énormément au début de la saison. Je pensais que ses pourcentages allaient baisser match après match. Au final, ils ont resté, donc j'ai dû me rendre à l'évidence. Mais personnellement, début de saison, comme je l'ai dit, je me disais que c'était quasiment sûr que ça allait être un flop. Donc non, franchement, les doutes sont plus que légitimes. Et perso, je suis passé de l'autre côté. J'y crois, personnellement. Excuse-moi, Alice. Euh, j'ai envie de rajouter que sa fenêtre de tir pour être drafté, elle est pas très large. Si on glisse, si tu passes les Spurs et les Wizards, en gros, il y a peu d'équipes qui vont vouloir prendre un Rob Dillingham. Là, je regarde vite fait, et je remonte, et on pourrait très bien se faire. Alors, je pense pas que ça arrivera de se faire sortir hors loterie, mais passer Wizards et Spurs, il peut vraiment glisser fort fort et ça peut être la tête de con de la Green Room, sachant que alors nous on a des intangibles qu'au visuel, hein, mais que dans ces jeunes choix de carrière, ça montre quand même, enfin ça peut poser l'interrogation. Choisir Hmm. overtime pour l'argent en gros l'exposition genre médiatique plus que le développement du basket. Il y a déjà eu un conflit avec une agence professionnelle sportive dans le contrat qui lui avait fait signer, où il y avait déjà eu des conflits avec la famille entre le père et la mère et les agents, etc. Il choisit son lycée parce que c'est le lycée de Kanye West. Il décommit de North Carolina State. Donc gros caractère, gros tempérament, qui a très fort confiance en lui et qui prend beaucoup de mauvais tirs. Voilà, ça peut freiner des franchises, ça peut freiner des coaching staff. Je parlais de Cam Thomas tout à l'heure dans le côté bad shot maker. Cam Thomas, si c'est un talent de top 10, on a vu qu'à Brooklyn, il lui a fallu 4-5 coaching staff pour pouvoir avoir des ballons et des répétitions. Il faut que tout le monde soit blessé pour qu'il joue parce que c'est vraiment une tête de mule. Et, euh, et on peut peut-être avoir des questions en tout cas. Donc nous, on n'est pas dans les vestiaires et j'aimerais bien savoir comment se comporte le garçon en interview. Messieurs, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Rob Dillingham? Prospect assez intéressant, pour le moins. Non, perso, de mon côté, on est bon. Joueur carrière à suivre, franchement. Joueur super à regarder jouer, très électrique, très dynamique sur le terrain. Personnellement, énormément de plaisir à le voir depuis plusieurs années maintenant, même si ça n'a pas toujours été très efficace, très facile sur des tirs enchaînés un peu loupés, un peu hors rythme. Des fois, c'est pas le basket le plus pur à l'européenne, mais franchement, c'est vraiment technique, c'est vraiment beau, c'est vraiment très, très intéressant à suivre. Ah, moi, je vous conseille le match l'an dernier en overtime, les cœurs gelés contre les faucheurs d'âme des frères Thompson. C'était du grand basket, hein, avec des commentaires incroyables et des insultes à tout va. C'était le pic, l'apex de la carrière de Rob Dillingham. Je pense que c'est le joueur, je t'en parlais en off. Normalement, je me fais pas trop influencer par les boards des autres. J'essaie de rester dans mon truc et quitte à sortir des dingueries avec des John Butler top 10. Rob Dillingham, je l'ai peut-être mis plus haut parce que tout le monde est très amoureux et me essaie, et pas essaye parce que c'est juste leurs arguments, mais je me fais convaincre par les autres, alors que moi-même, de façon individuelle, je suis moins chaud. Donc j'ai des réserves. Moi, j'ai une dernière question pour vous, messieurs. Est-ce que Rob Dillingham aura plusieurs contrats NBA? Là, on est en mars 2024. Est-ce que vous le projetez avoir plusieurs contrats NBA? Ouais. Thomas? Moi, forcément, oui. Si je l'ai de mon board et je dis qu'il n'aura pas de contrat NBA, je peux même pas créer des blagues moi-même. Donc, ouais, je pense qu'il aura de contrat NBA et je pense qu'il pourra bien nourrir sa famille dès le premier. Ouais. Bon bah là c'est bon, hein, il a pris plus d'1 million déjà en carrière, s'il fait pas trop n'importe quoi,
il essaye. Enfin, moi, je les aurais jamais. Mais au pire, franchement, c'est un pyromane en sortie de banc. Scoreur, donc ça peut, si jamais t'atteins pas le plafond, tu peux avoir un plancher qui fait que ça joue. À la Colin Sexton un peu. Ouais, Jordan Clarkson, Colin Sexton, Emmanuel Bones Quickly, Island. il y a un truc. Donc oui, il y a un répertoire pour ce genre de profil. Très bien, messieurs, je vous propose d'arrêter là-dessus. On va noter que le SR de Rob Dillingham est déjà sur le site. C'est Manu qui s'y est collé. Nous, on va se dire à très vite parce qu'on a encore plein de prospects à disséquer comme on aime le faire. On vous dit évidemment à très vite. N'hésitez pas à nous retweeter, liker, commenter. On essaiera de répondre bien évidemment. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Forcément, tous les lundis, vous connaissez le bye comme disent les jeunes. Allez, des bisous, bye bye. Arrivederci. À tous.